Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un pays pas comme les autres. Il s'agit de l'Autriche. Alors, regardons plus en détail de quoi il s'agit. Comme vous le savez, l'Autriche est un pays d'Europe centrale. Le pays fait à peu près 83 882 km et il a pour voisins, comme vous le voyez, la Suisse et le Liechtenstein à l'ouest. D'ailleurs, vous voyez que le micro-État coupe la frontière suisse-autrichienne en deux, puisque vous avez une première partie, le Liechtenstein, puis la deuxième partie. D'ailleurs, cette deuxième partie, c'est plutôt le Rhin avec le lac Constance. Puis au sud, vous avez la Slovénie et l'Italie. Alors, la frontière avec l'Italie, comme ça, vous voyez, elle fait 430 km. Vous pouvez penser qu'il y a de nombreux passages entre les deux pays. Mais détrompez-vous, en fait, vous avez énormément de montagnes et par conséquent, vous avez très peu de points de passage, notamment le fameux col de Brenner ou le col de Reisa qui est entre les deux pays. Ensuite, vous avez la Hongrie dont nous avons parlé précédemment. Je vous mets d'ailleurs le lien dans cette vidéo si vous voulez la regarder. Alors là ou là, on verra. La Slovaquie, la Tchéquie, d'ailleurs tous ces pays faisaient partie avant de l'Empire austro-hongrois ou l'Empire autrichien. Et vous avez ensuite sa plus longue frontière avec l'Allemagne de 784 km. Et là, vous avez beaucoup plus de passages. Vous avez un relief qui est beaucoup moins escarpé, surtout de ce côté-là. Vous avez notamment l'Inn qui fait la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne. Donc, comme vous pouvez le voir, l'Autriche est un pays enclavé. L'Autriche est un petit pays comparé à ses voisins méridionaux et septentrionaux. Mais ceci cache effectivement un passé où l'Autriche était une puissance importante dont nous allons en reparler. Il s'agit aussi d'un pays enclavé et par conséquent, son relief joue un rôle important pour le développement économique du pays. Les 2/3 du territoire autrichien, comme vous le savez, est composé des Alpes. Les Alpes, comme vous le savez, ce sont de hautes montagnes, ce sont des lacs glaciaires, ce sont des vallées profondes et ce sont effectivement des prairies alpines. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez ici les Alpes. Donc, vous voyez que ça occupe vraiment la majorité du territoire autrichien. Et vous avez les sommets les plus hauts d'Autriche, à commencer par le Großglockner. 3700. C'est pas le seul, nous pouvons aussi mentionner le Dannstein, le Großweniger, le Wildspitz ou encore le Kitzsteinhorn. Donc vous voyez que ce sont des montagnes jeunes, élevées, et bien sûr ils ne sont pas uniquement sur le territoire autrichien, ils débordent entre l'Italie, la Suisse et vous avez même une partie en Allemagne. Après les Alpes, vous avez en fait ce qu'on appelle les préalpes autrichiennes, qui débordent aussi du territoire autrichien. Vous voyez en fait ici, vous avez sur cette carte les préalpes. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, ils composent aussi une partie importante du territoire autrichien. Et c'est là que vous allez retrouver un certain nombre d'agglomérations, de reliefs, mais surtout, c'est là que vous allez retrouver des lacs. Vous avez beaucoup de lacs, en fait, au niveau des préalpes. Alors, on peut mentionner effectivement Traunsee, Attersee, Mondsee, Wolkensee. Donc, Wolkensee, c'est le lac du couloir du loup. Le See, en allemand, c'est pas la mer, c'est le lac. Et bien sûr, Altstatter See. Donc, vous avez quand même beaucoup de lacs, mais les plus grands ne se situent pas ici. Vous avez d'abord tout à l'extrémité du territoire autrichien, le lac de Constance. Alors, la plus grande partie du lac de Constance est sur le territoire allemand, puis suisse, mais vous avez la ville de Bregenz dans le Vorarlberg, qui justement est une fenêtre autrichienne vers le lac de Constance. Mais ce n'est pas encore le plus grand lac du pays. Le plus grand lac du pays se trouve à l'extrémité est du pays. C'est le Neusiedler See, pardon pour la prononciation. Et vous avez en fait la plus grande majorité de ce lac est dans le territoire autrichien. Une autre partie est dans le territoire hongrois. Il s'agit du deuxième plus grand lac d'eau douce du pays, après le fameux lac Balaton dont nous avons parlé la semaine dernière. Enfin, nous avons parlé lors de la vidéo précédente sur la Hongrie.
Ensuite, vous avez les Alpes, les Préalpes, et vous avez ici les plateaux ou la plaine de l'Autriche. C'est là où se concentre la plupart de la population, et c'est là où vous allez retrouver le fameux Danube dont nous avons parlé dans la vidéo de Hongrie. Donc vous voyez, en fait, le Danube, il prend ses sources pas très loin, hein, en Allemagne, et en fait, il passe la frontière, alors juste avant la ville allemande de Passau, et il va justement passer à Linz, qui est la 3e plus grande ville d'Autriche, et Vienne, la capitale. Donc vous voyez que la majorité de la population autrichienne se situe en fait dans un tiers, moins d'un tiers du territoire, et ce tiers territoire correspond au final là où vous avez les principaux fleuves. Mais il n'y a pas que le Danube, il faut aussi mentionner l'Amour, alors Mour, hein, l'Amour, M-O-U-R, qui est ici, voilà, qui prend ses sources pas très loin du Großkloner, donc dans les Alpes autrichiennes, et qui ensuite va passer à Graz, et ensuite filer vers la Slovénie et la Croatie. Il faut aussi mentionner la Drave. Nous avons déjà mentionné la Drave dans la vidéo de la Hongrie, puisqu'elle fait la frontière entre la Hongrie et la Croatie. Eh bien, le fleuve prend ses sources dans les Alpes autrichiennes, pas très loin de la frontière italienne. Elle traverse carrément la Carinthie. Elle passe pas très loin de la capitale de la Carinthie, qui est Klagenfurt, mais pas à Klagenfurt, mais vraiment pas très loin. Et ensuite, elle continue en Slovénie. Il faut mentionner un dernier fleuve, c'est l'Inn, I-N, qui n'est pas un long fleuve dans l'Autriche, mais qui passe notamment par Innsbruck, qui littéralement signifie la ville du pont de l'Inn, Innsbruck. Voilà, vous avez les différents fleuves. Ensuite, nous avons la géographie humaine. Alors, comme je l'ai déjà plus ou moins mentionné, l'Autriche est un pays de 9 millions d'habitants. Donc vous voyez que c'est un pays qui est quand même plus petit que la Hongrie ou la Tchéquie. Bon, il y a une grande différence, mais quand même c'est plus petit lorsque l'on sait que c'est la nation mère, en tout cas. Et encore une fois, cette population moins importante s'explique par le relief, puisque les Alpes occupent 2 tiers de la population. Vous voyez en premier lieu que la première ville du pays est sa capitale, et c'est la ville dont tout le monde connaît, c'est effectivement c'est Vienne. Alors Vienne, comme je viens de l'expliquer, il est sur le Danube. C'est une ville qui a à peu près de 2 millions d'habitants sur une population totale de 9 millions d'habitants, ce qui veut dire que 20% de la population autrichienne réside uniquement dans la ville de Vienne. On est encore dans un cas de macrocéphalie. Ensuite, il faut savoir que Vienne est beaucoup plus proche géographiquement de ses voisins, donc hongrois, slovaques, tchèques, que du Tyrol ou du Vorarlberg. Et ça va avoir une influence importante. Par exemple, les gens du Tyrol ou du Vorarlberg vont se sentir beaucoup plus proches de leurs voisins que des gens de Vienne. Ensuite, vous avez comme deuxième ville Graz. Alors Graz, comme vous voyez, c'est une ville qui est située au Piémont et qui est beaucoup plus orientée vers la péninsule balkanique que finalement vers le territoire autrichien. Il est lui aussi situé en périphérie et c'est quand même une ville importante, autrichienne, mais c'est vrai que c'est la porte d'entrée de la péninsule balkanique. À titre d'exemple, lorsque la Yougoslavie éclata en 1991, les réfugiés arrivèrent d'abord et avant tout dans la ville de Graz. D'accord ? Ensuite, vous avez Linz, qui est la 3e ville, elle aussi sur le Danube, elle aussi dans la partie où on trouve les plaines, le plateau. Vous avez ensuite, numéro 4, la ville de Salzbourg. Alors la ville de Salzbourg, elle est complètement orientée vers l'Allemagne. De toute façon, vous avez les Alpes, hein, donc c'est vraiment une barrière. Hein. Vous voyez que toutes ces villes sont situées sur les piémonts des Alpes. Hein. Les Alpes sont là et elles forment un arc. Mais Salzbourg, c'est vraiment la frontière avec l'Allemagne, vers la Bavière. Et enfin, Innsbruck et Klagenfurt. Alors, Klagenfurt qui est situé dans une vallée, et Innsbruck aussi. Donc, c'est les deux exemples où Innsbruck est vraiment à la frontière entre les Alpes et les Préalpes. Et pourquoi la ville a pu se développer ? Elle a pu se développer parce qu'elle se situait dans une vallée et parce qu'elle se situait dans un carrefour
commercial entre les routes d'Italie et les routes d'Allemagne. Comme je l'ai expliqué, il n'y a pas énormément de connexion entre l'Italie et le nord des Alpes, puisque le relief est très escarpé, et par conséquent, il faut emprunter un certain nombre de cols. Et effectivement, ici, vous avez le col de Brenner qui permet ensuite d'acheminer les marchandises, encore aujourd'hui, du sud de l'Europe vers l'Allemagne et le nord de l'Europe. Donc vous avez une géographie humaine qui représente, qui épouse les reliefs de l'Autriche. Il faut aussi signaler que vous avez à peu près 15% d'étrangers. On l'expliquera, on l'explique tout simplement parce que l'économie autrichienne est une économie attractive et la population autrichienne est une population vieillissante. Donc, elle a besoin de main-d'œuvre. Donc, effectivement, elle fait appel à une main-d'œuvre. Alors, d'où, effectivement, des Balkans, de Hongrie, donc de son ancien empire. Mais il faut signaler, et bien sûr, beaucoup de Turcs, mais il faut signaler que la première communauté étrangère en Autriche, ce sont les Allemands. Enfin, il faut signaler que vous avez encore 2 tiers de citadins contre 1 tiers de ruraux. Dernière chose à signaler au niveau de la géographie de l'Autriche, vous avez 9 Länder. Ce sont le nom que l'on donne aux régions en Autriche. Alors, vous avez à l'ouest le Vorarlberg. Alors, le Vorarlberg, c'est une région un peu spécifique parce que la région est beaucoup plus tournée vers la Suisse. D'ailleurs, en 1919, 80% de la population a fait un référendum dans lequel ils ont signalé qu'ils auraient souhaité appartenir à la Suisse plutôt qu'à l'Autriche. Donc, vous voyez quand même que c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, vous avez le Tyrol. Donc, le Tyrol est l'un des Länder les plus grands en termes de superficie, mais pas forcément l'un des plus peuplés. Et on les nomme Tyrol Nord et Tyrol Est pour justement se rappeler qu'il y a un Tyrol Sud. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Tyrol Sud? Eh bien, aujourd'hui, ce Tyrol Sud appartient à l'Italie. En 1919, on verra, cette région a été rattachée, mais elle demeure une région majoritairement germanophone. Si vous allez dans le Tyrol Sud, vous verrez que, bien sûr, il y a des italianophones, mais la majorité demeure germanophone. Ensuite, vous avez la Carinthie, avec Klagenfurt, qui est un duché. Voilà. Un duché qui, pendant longtemps, a abrité de nombreuses minorités slaves, dont des minorités slovènes et croates. Vous avez le duché de Styrie. Et enfin, vous avez la principauté de Salzbourg. Donc Salzbourg, le Länder de Salzbourg reprend la principauté de Salzbourg. Salzbourg ne faisait pas partie des Habsbourg jusqu'en 1806. Donc ça a pris beaucoup de temps. Et enfin, vous avez l'Autriche qui est divisée entre la Basse et la Haute-Autriche. Vienne a son propre Länder, sans oublier le Burgenland dont nous parlerons plus clairement, plus en détail, au niveau de l'histoire. Alors, la langue officielle de l'Autriche, c'est pas l'autrichien, même si on n'est pas très loin, c'est l'allemand. Alors, l'allemand, comme vous le savez, en 2023, c'est une langue qui est parlée par 95 millions de locuteurs. Avec 9 millions de locuteurs, les Autrichiens représentent 10% des germanophones. Vous savez qu'il existe différents types d'allemand. D'accord? Vous avez le bas allemand, le moyen allemand et justement, ici, vous avez le haut allemand ou le Hochdeutsch. Et parmi le Hochdeutsch, vous avez différentes familles. Et ici, du coup, vous avez ce qu'on appelle le bavarois ou l'austro-bavarois. C'est en fait ce qu'ils appellent improprement, j'aime pas le mot dialecte, mais effectivement une variable de l'allemand qui est parlée pas dans toute la Bavière, en fait, puisque vous avez le nord de la Bavière qui parle d'autres dialectes, et qui est beaucoup plus parlé, en fait, en Autriche. Sur 12 millions, vous avez quand même 9 millions rien qu'en Autriche. Et le bavarois, ou l'austro-bavarois, donc, est parlé en Bavière, en Autriche, et bien sûr, dans le Tyrol Sud. C'est ce qui explique aussi pourquoi les Allemands constituent la première communauté étrangère en Autriche, ce qui prouve que l'intercompréhension entre un Allemand et un Autrichien est tout à fait possible. Il existe bien sûr des différences
lexicale, mais la langue demeure complètement compréhensible pour les deux parties. Alors, comment expliquer cette situation linguistique? Eh bien là, pour cela, il faut se concentrer, il faut se regarder sur l'histoire. Alors, que nous dit l'histoire? Eh bien, d'abord, vous pouvez voir que l'Autriche, avant d'être une puissance allemande, qui expliquerait, c'était avant tout un pays qui a connu une brillante civilisation grâce aux Celtes, qui est la civilisation de Hallstatt. Alors, cette civilisation a lieu, vous voyez, entre moins 1200 à moins 450, mais c'était une civilisation importante parce qu'elle maîtrisait la métallurgie et donc elle a pu influencer d'autres civilisations et qu'elle était aussi très connue pour ses mines de sel et son commerce. Donc c'était quelque chose d'important à signaler. L'histoire en tant que telle est arrivée en Autriche avec les Romains. Les Romains, comme vous le voyez sur cette carte actuelle de l'Autriche, ont divisé le pays en deux provinces. Ici, vous avez la Rhétie, avec notamment Brigantium, qui est aujourd'hui Brégance, et la plus grande partie qui est la Norique, qui, comme vous le voyez, constitue la majorité du territoire. Et comme vous le voyez ici, vous n'avez pas de couleur parce que justement, c'est la limite de l'Empire romain. Et quelle est cette limite? Eh bien, il s'agit du Danube. Donc le Danube était le fleuve, et d'ailleurs c'est pour ça que vous voyez que Vienne est sur le Danube, parce que à la base c'était un fort romain, et donc un fort romain destiné à la protection de la frontière de l'Empire romain, du Limès. Donc vous voyez l'origine. Alors comment expliquer que l'Autriche est un pays germanique? Eh bien, vous voyez ici que vous avez différents peuples germaniques, hein, qu'on connaît, qui ont subi une pression. Alors déjà, au niveau du IIIe siècle, vous avez les Alamans qui essayent de franchir ce Limès. Et puis, vous le savez, l'Empire romain va complètement se désintégrer au niveau du Ve siècle. Et du coup, vous avez tous les peuples germaniques qui vont s'abriter de l'autre côté de l'Empire romain. Et c'est ainsi que l'Autriche, terre romaine, deviendra une terre germanique. On avance un peu dans le temps, et en 800, vous voyez l'empire de Charlemagne. Donc Charlemagne est un franc, donc un franc, c'est-à-dire issu d'une tribu germain. Et en fait, vous voyez sur cette carte, l'empire de Charlemagne s'agrandit, mais il constitue des marches tout autour de son empire vis-à-vis des différents peuples qui vont exercer une pression. C'est pour ça que vous avez une marche en Bretagne, vous avez une marche en Espagne, vous avez la marche des Danois qui va donner le Danemark, et vous avez la marche de l'Est. Alors pourquoi la marche de l'Est? Parce que justement, vous avez des peuples, les Slaves, et les Avars dont nous avons déjà parlé dans la vidéo sur la Hongrie. Alors, il va complètement détruire les Avars, hein. Ça, c'est le grand travail de Charlemagne. Il n'y a plus d'Avars après Charlemagne. En tout cas, Charlemagne n'était pas avare dans ses efforts. Et après, pour sécuriser son empire, il a été obligé de créer une marche militaire, c'est-à-dire je dirais pas un no man's land, mais un territoire qui permet de protéger son empire. Et cette marche de l'Est, puisque vous voyez que c'est à l'Est de son empire, eh bien en allemand, ça va se dire Österreich, le royaume de l'Est. Et Österreich, eh bien c'est le nom de Autriche. Donc c'est ça, vous avez en fait le nom, il est dû à Charlemagne en 800. Dernière chose, comme nous l'avons vu lors de la vidéo sur la Hongrie, Otto crée son Saint-Empire romain germanique lors de la bataille de l'Échouille de 955. Et bien évidemment, l'Autriche fait partie de ce Saint-Empire romain germanique, puisqu'il est lui-même germanophone. Alors, le tournant pour l'Autriche, c'est lui. Qui est-ce? Rodolphe Ier. Ça vous dit rien, c'est normal. En fait, Rodolphe Ier, c'est un comte, un petit comte qui a des terres au nord de la Suisse et en Alsace. Et son père va être très proche de l'empereur Frédéric Hohenstaufen. Et il va l'aider, puisque vous avez des rivalités, on en parlera un peu plus en détail lors de l'Allemagne. Et donc du coup,
son fils noue des relations assez importantes avec les principaux seigneurs du Saint-Empire romain germanique et il se fait élire en 1273 empereur du Saint-Empire romain germanique. Il se fait élire parce qu'il a déjà 50 ans et que les grands féodaux du Saint-Empire romain germanique pensent avoir choisi un empereur qui peuvent manipuler, un empereur qui peuvent facilement accéder à leurs besoins. Donc, ils pensent avoir choisi le candidat parfait, la marionnette parfaite. Or, Rodolphe Ier n'est pas comme ça. Il va d'abord essayer de réaffirmer le pouvoir impérial et surtout, il remarque que dans le duché d'Autriche, de Styrie, de Carinthie, qui constitue la majeure partie du territoire autrichien actuellement, le roi de Bohême s'est emparé du trône en dehors des règles impériales. Et lui, ça ne lui plaît pas, ça. Ça ne lui plaît pas, c'est en parfaite contradiction des règles impériales. Et donc, il va mobiliser... Donc, d'abord, il va bien sûr faire appel au droit. Le roi de Bohême, qui est Ottokar, s'en fiche clairement. Donc, il va mobiliser l'ensemble de ses féodaux pour expulser ou pour appliquer la justice, pour appliquer la décision de justice que le roi Ottokar refusait d'appliquer. Et en faisant cela, eh bien, il fallait remettre les territoires autrichiens. Et il n'y avait plus d'héritiers, donc les territoires ont été remis à lui. Et c'est comme ça que sa famille, eh bien, s'est installée en Autriche. Et comment s'appelle sa famille ? Eh bien, ce sont les Habsbourg. Et c'est ainsi que les Habsbourg, depuis 1278, vont régner sans partage pendant plus de 640 ans sur l'Autriche. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Ensuite, le Tyrol sera rajouté. Bien évidemment, ça devient un seigneur important. Son fils, du coup, ne se fait pas élire empereur. Il va falloir attendre à peu près 200 ans pour qu'un autre Habsbourg soit élu. Et vous voyez ici, donc il s'agira de Frédéric III de Habsbourg. Depuis Frédéric III de Habsbourg en 1440, eh bien, tous les empereurs du Saint-Empire romain germanique qui ont été élus étaient des Habsbourg, jusqu'en 1806. Donc, autrement dit, la famille des Habsbourg va mettre la main sur l'Empire pendant 400 ans. Alors, vous allez me dire, non, monsieur, attendez, là, moi je vois bien que Charles VII, tac, François Ier de Lorraine, c'est pas un Habsbourg. En fait, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est le mari de Marie-Thérèse. Effectivement, le Saint-Empire romain germanique, il a un peu une misogyne. Hein. Il n'a pas des règles où il accepterait une souveraine. Et par conséquent, ça va être le mari de Marie-Thérèse qui va régner à sa place, mais il s'agit toujours bien des Habsbourg. Donc c'est une domination qui est importante. Et là, la question qu'on se pose, mais comment se fait-il, si c'est une fonction élective et non héréditaire, comment se fait-il que l'Autriche réussit ou a réussi pendant presque 400 ans, on va dire, à mettre la mainmise sur le Saint-Empire romain germanique ? Eh bien, la raison est simple. C'est qu'à partir du 14, du 15e siècle, du 16e siècle, l'Autriche est l'une des puissances les plus importantes du Saint-Empire romain germanique. Elle constitue à elle seule 10% de la population. Et bien sûr, au niveau des recettes fiscales, au niveau du pouvoir militaire, elle est une puissance. Peut-être pas la première puissance, peut-être qu'elle ne domine pas l'ensemble, mais elle est une puissance incontournable du Saint-Empire romain germanique. Et du coup, la couronne impériale va apporter du prestige auprès des Habsbourg. Et comment ? Eh bien, vous voyez ce monsieur, qui est-ce ? Eh bien, c'est Maximilien II de Habsbourg. Grâce à cette aura, à ce prestige impérial, ils vont pouvoir mener une politique d'alliance, une politique matrimoniale qui va permettre d'agrandir le royaume des Habsbourg. Alors comment ? Donc là, on est avec Maximilien II de Habsbourg, donc on est 100 ans après, on est au milieu on est à la fin, Maximilien Ier Habsbourg, on est à la fin de la guerre de 100 ans, comme vous le savez, Charles Téméraire va mourir sous les murs de Nancy. Et il a une héritière, une seule héritière, Marie de Bourgogne,
Et bien sûr, tout le monde veut se marier, puisque Marie de Bourgogne, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la Franche-Comté, elle a la Bourgogne, elle a le Luxembourg, elle a tout ce qu'on a ici, les Pays-Bas bourguignons. Donc c'est un immense empire. Louis XI, roi de France, souhaiterait que son fils se marie avec Marie de Bourgogne. Mais d'une part, il y a aussi le duché de Bretagne, on en reparlera, et d'autre part, c'est un parti qui est prisé par toutes les couronnes d'Europe. Et donc, Maximilien Ier, en tant qu'empereur, va justement réussir, alors on en parlera un peu plus en détail quand on parlera de la Bourgogne, etc., mais il réussit à se marier avec Marie de Bourgogne. Et de ce mariage naît un héritier qui n'est ni plus ni rien, ni d'autre que Philippe le Beau. Alors, Philippe le Beau, il a un règne assez court, mais lui, il va se marier avec qui? Il va se marier avec l'héritière des rois catholiques, Juana la Loca, Jeanne la Folle, et par conséquent, l'héritier, Philippe le Beau, qui hérite déjà de l'héritage bourguignon, qui hérite déjà de l'héritage autrichien, se marie avec Juana la Loca, qui hérite déjà de la Castille, de l'Aragon, de tous les territoires espagnols. Ils ont un fils. Ce fils, il règne sur un empire où le soleil ne se couche jamais. Et vous connaissez tous ce fils, puisqu'il s'agit de Charles Quint. Eh oui, Charles Quint et Habsbourg. Donc vous voyez que c'est une famille qui devient une puissance mondiale. Alors, on en reparlera plus en détail de la vie de Charles Quint quand on abordera la Castille, quand on abordera la Belgique, mais en ce qui concerne l'Autriche, Charles Quint va, à la fin de son règne, abdiquer et va scinder son héritage en deux. Son fils Philippe II va récupérer la partie occidentale et son frère va récupérer l'héritage autrichien. Son frère étant Ferdinand Ier de Habsbourg. Voilà. Donc vous avez quand même une maison, la maison des Habsbourg, qui est scindée en deux, mais qui règne sur l'Europe et qui domine. D'accord ? Et effectivement, ça sera le cauchemar de François Ier, des souverains français. Les Habsbourg seront une puissance sur qui on devra compter, contre ou avec, durant toute l'histoire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc c'est quand même important de le mentionner. Alors du coup, Ferdinand Ier de Habsbourg, il devient duc d'Autriche, et à la bataille des Mohacs, dont nous avons parlé lors de la vidéo sur la Hongrie, il hérite, puisque c'est l'héritier le plus proche, il hérite de l'ensemble des territoires de Louis II. Louis II qui, justement, va perdre la vie à la suite de cette bataille et devient non seulement duc d'Autriche, mais aussi roi de Bohême et aussi roi de Hongrie. Et là, on se dit, c'est magnifique. Hop, on ne s'emballe pas, parce que, effectivement, c'est un territoire, mais c'est une nomination, c'est un héritage qui est tout à fait nominal. Pourquoi ? Parce que, en fait, le problème, c'est le danger ottoman. On avait déjà parlé de la Hongrie. Les Hongrois sont complètement battus à la bataille de Mohacs en 1526. Et le sultan, Kanuni Sultan Soliman le Magnifique, continue son chemin. Après, pourquoi s'arrêter alors qu'on est en si bon chemin ? Et il va assiéger Vienne, donc c'est le premier siège de Vienne, en 1529. Le siège va durer que 2 semaines, parce que il commence très tardivement, fin septembre, on est au début de l'automne, et avec les précipitations, finalement les troupes commencent à s'embourber. Par ailleurs, la forteresse de Vienne était plutôt bien aménagée. Vous aviez 20 000 hommes qui étaient préparés à ce siège. Les troupes impériales vont, elles aussi, rajouter 20 autres 1000 hommes. Donc, au final, les carottes sont cuites pour les Ottomans. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas prendre Vienne et décident de se retirer. Ce n'est pas considéré comme une défaite ottomane, puisque c'est quand même Vienne est quand même très loin. Voilà.
Et de toute façon, les Ottomans vont revenir à Vienne. Mais voilà, on arrête en tout cas. Pour information, l'Empire ottoman continue son expansion, même si ce n'est pas dans les Balkans. On peut mentionner Chypre, on peut mentionner d'autres villes. Mais c'est vrai qu'on observe la fin de l'expansion ottomane avec Kanuni Sultan Soliman qui meurt à Tsiketsvar en 1566. Donc, il avait quand même la volonté de continuer dans les Balkans, mais on a un arrêt. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que à partir de ce règne, on a dans l'Empire ottoman le règne le sultanat des femmes. Alors, qu'est-ce que c'est le sultanat des femmes? Eh bien, en fait, entre 1533 et 1656, le pouvoir n'est plus entre les mains des sultans, mais plus dans les mains du harem et des intrigues, de palais, qui fait que, naturellement, l'Empire ottoman est confronté à des difficultés internes. Et il va falloir attendre les vizirs, donc à partir de la moitié du XVIIe siècle, pour que l'Empire ottoman reprenne son expansion. Donc pendant un siècle, je ne dirais pas que l'expansionnisme ottoman est complètement gelé, mais les difficultés internes de l'Empire ottoman vont freiner son expansion. Alors vous me direz, mais pourquoi l'Autriche n'en a pas profité pour reprendre pendant un siècle cette avancée ottomane? Eh bien, eux, les Autrichiens, et c'est aussi la difficulté auquel a fait face Charles Quint et pourquoi il a abdiqué, eh bien, on est dans l'Europe de la Réforme. On est dans l'Europe qui se divise et qui va se batailler pendant 150 ans sur des questions religieuses. Et qu'est-ce qu'on a? On a du coup la guerre de 30 ans et la paix de Westphalie. Donc jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la moitié du XVIIe siècle, et les Autrichiens et les Ottomans sont occupés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils s'oublient. Le danger numéro 1 pour l'Autriche demeure l'Empire ottoman, mais effectivement, ils vont faire face à un certain nombre de facteurs qui vont les éloigner les uns par rapport aux autres. Alors, quand ces problèmes sont résolus, qu'est-ce qu'on observe? Justement, à la fin du XVIIe siècle, les vizirs, alors ces deux grands vizirs, les vizirs Köprülü, ils vont réformer l'armée, ils vont réorganiser l'administration. Et donc, à la fin à partir du milieu du XVIIe siècle, ils vont reprendre l'expansion. Ils vont par exemple ici prendre la Podolie, qui est une région qui appartenait à la Pologne, et ils vont mener le deuxième siège de Vienne en 1683, qui est beaucoup plus connu, qui va durer presque 2 mois, comparé aux 2 semaines du précédent siège. Et les défenseurs vont vraiment se battre jusqu'à la dernière minute. Vous avez le fameux épisode où ça serait les boulangers qui auraient alerté la ville quand les Ottomans sont arrivés et qui seraient à l'origine du croissant, puisque le croissant, c'est justement le symbole des Ottomans. Et finalement, ce siège de 2 mois va s'arrêter grâce au roi de Pologne, Jean III Sobieski, qui va, avec son armée de secours, mettre fin à ces 2 mois de siège. Et dans la foulée, le pape Innocent XI va faire un appel auprès de toutes les puissances chrétiennes. Donc là, on a fini, justement, les puissances européennes ont fini d'être en discorde sur des questions religieuses, et elles vont pour la première fois s'allier dans une alliance qu'on appelle la Sainte Ligue, et dont le but est clairement défini, mettre les Ottomans en dehors de la péninsule balkanique. Et cette contre-offensive, vous la voyez sur cette carte. Ici, vous avez le territoire des Habsbourg. Ici, vous avez l'Empire ottoman. Et grâce à cela, grâce à cette guerre énergique menée, eh bien, lors du traité de Karlowitz de 1699, l'Empire des Habsbourg va reprendre la Hongrie et va reprendre la Transylvanie. Et ils vont continuer au traité de Passarowitz, donc c'est-à-dire 19 ans plus tard, ils vont reprendre la région du Banat. Et vous avez, entre autres, un des généraux les plus extraordinaires de l'époque, Eugène de Savoie, dont Napoléon en fera une de ses références. Et vous voyez que cette
cette cette frontière sera figée. Vous voyez par exemple ici vous avez la Bosnie actuelle et c'est la frontière de la Bosnie actuelle. Cette frontière demeurera jusqu'à 1878. Il n'y aura plus d'avancée, peut-être en Dalmatie, mais vous n'aurez plus d'avancée Habsbourg. Alors, comment expliquer cela? Alors les raisons sont claires. Déjà, vous voyez que l'Autriche est plutôt concentrée sur l'Europe centrale, donc c'est plus simple, c'est plus facile pour elle puisqu'elle est plus compacte, tandis que l'Empire ottoman, lui, il est plus centré sur l'Anatolie. Donc effectivement, vous avez deux puissances. C'est beaucoup plus difficile pour l'Empire ottoman d'acheminer des vivres, des hommes, des munitions. Ils ne peuvent pas passer par la mer Adriatique parce que c'est un lac vénitien. Donc, le seul chemin possible, alors, il y a aussi la voie terrestre, mais ça va prendre du temps, le seul chemin possible et court, c'est d'acheminer les hommes, les munitions via le Danube. Et c'est la seule possibilité. Mais ça a freiné, en fait. Ça a freiné d'un point de vue logistique. La deuxième raison, donc la première, elle est géographique. La deuxième, elle est au niveau du progrès technologique. L'Empire ottoman va rester un empire très conservateur. Tandis que l'empire des Habsbourg, lui, va bénéficier du dynamisme technologique européen. Et par conséquent, les Autrichiens vont innover dans l'artillerie, dans l'infanterie, dans la formation militaire et tactique. Et tout cela va contribuer au succès. Et la dernière, comme j'ai expliqué, c'est la Sainte Ligue. C'est-à-dire que vous aviez l'Espagne, le Portugal, Venise, des États allemands, l'Autriche, la Pologne, la Russie, qui étaient alliés contre l'Empire ottoman. Et donc effectivement, l'Empire ottoman ne pouvait pas faire face à autant de puissance. Alors vous me direz, mais pourquoi ça n'a pas continué? Eh bien, cette Sainte Alliance n'était pas destinée à durer. C'était une alliance temporaire. Donc à partir du moment où on a signé le traité de Karlowitz et de Passarowitch, eh bien, le dynamisme autrichien va s'arrêter. Pourquoi l'Empire ottoman ne va pas reprendre? Pour les raisons que je viens aussi expliquer. Donc finalement, vous arrivez à un statu quo. Mais c'est très important, puisque ça permet à l'Autriche de devenir une véritable puissance, une puissance danubienne. Et étant donné que vous n'avez plus ce danger turc qui menace, eh bien, on va pouvoir développer économiquement le pays. On va pouvoir développer les arts. C'est là qu'on va construire le palais de Schönbrunn, le Belvédère ou la cathédrale de Salzbourg, puisque le danger va justement s'éloigner. C'est là où on va abattre les fortifications de Vienne, puisque vous n'avez plus le danger aux portes de Vienne. Et ça va aller très vite, puisque entre l'essor, la contre-offensive de l'Autriche qui date de Léopold II et le règne de Marie-Thérèse, vous avez à peine 2, 3, 4 générations. Alors justement, Marie-Thérèse, c'est elle qui va définitivement marquer le XVIIIe siècle. Pourquoi elle a marqué? Alors malheureusement, son père, Charles VI, n'a pas d'autre héritier que sa fille. Et ils sont un peu machos, malheureusement. Donc, avant sa mort, il signe la Pragmatique Sanction de 1713, dans laquelle, justement, il énonce que son unique héritière, c'est sa fille. Bien évidemment, les autres puissances n'acceptent pas cela, et à la mort de Charles VI, vous avez la guerre de succession d'Autriche. L'Empire va perdre notamment la Silésie, va perdre un certain nombre de territoires, mais elle redresse la barre et c'est définitivement l'un des règnes les plus importants, un bilan plutôt positif puisqu'elle va réorganiser l'armée, elle va également l'administration, elle va aussi promouvoir l'éducation. Donc c'est quand même un règne qui est très important. C'est la mère de Marie-Antoinette, donc c'est elle qui va apporter les croissants en France. Et aussi une des conséquences de son règne, c'est notamment le thaler,
Le thaler, c'est une monnaie qui sera utilisée comme monnaie de référence pendant 200 ans en Europe, parce que justement l'Autriche a des mines de fer, notamment au Tyrol et en Tchéquie. Et c'est une monnaie de référence parce que justement, elle ne va pas se déprécier. Et pour information, le thaler, c'est ce qui va donner le nom de dollar aux États-Unis. Donc, le règne de Marie-Thérèse est significatif. Il y a l'événement de Napoléon, dont on en parlera plus tard. Et ensuite, au XIXe siècle, il y a un autre règne significatif, son arrière-petit-fils, François-Joseph Ier, qui va régner de 1830 à 1916 et qui est le règne le plus important des Habsbourg. Pourquoi? Parce que justement, c'est le plus long règne. Alors, vous avez différentes parties. D'abord, entre 1830 et 1848, il s'agit d'un règne beaucoup plus conservateur parce que justement, il va décider de continuer le système Metternich, qui est Metternich, eh bien, c'est le chancelier de l'Autriche. Il met en place un système, ce qu'on appelle la pentarchie, durant le début du XIXe siècle. C'est pour ça justement que l'épopée napoléonienne va se terminer au congrès de Vienne, justement, et entre 1820 et 1848, on gèle les aspirations nationalistes, et ce système, du coup, c'est le système Metternich. Mais effectivement, la réalité va reprendre le pas, et en 1848, on a ce qu'on appelle le printemps des peuples, au cours de laquelle, justement, les Autrichiens vont demander beaucoup plus de liberté, et il va octroyer à ce moment, en 1848, la première constitution de l'Autriche. François-Joseph, c'est aussi le mari de Sissi. Et c'est aussi l'époque où l'industrialisation va permettre à l'Autriche d'être une puissance économique. Mais c'est aussi l'essor des nationalismes. Effectivement, on avait déjà parlé pendant la vidéo de la Hongrie. En 1866, François-Joseph Ier va perdre une bataille importante. Et justement, à la suite de cette bataille, il va créer ce qu'on appelle l'Empire austro-hongrois. Et pourquoi? Parce qu'il doit s'appuyer sur un empire qui est multi-ethnique. Ici, vous avez des Allemands, ici, vous avez les Slaves, ici, vous avez les Hongrois, et ici, vous avez d'autres Slaves. Et c'est ce qui va conduire à son démembrement. L'Empire austro-hongrois est un allié de l'Allemagne. Et en 1914, l'héritier de François-Joseph Ier, qui est François Ferdinand, va se faire assassiner à Sarajevo en 1914, ce qui va déclencher la Première Guerre mondiale. Malheureusement, l'Autriche se retrouve dans le camp des vaincus. Et au traité de Saint-Germain-en-Laye, vous voyez que, d'une part, la délégation autrichienne n'a même pas le droit d'y siéger, et d'autre part, vous voyez que les Autrichiens n'ont même pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque peuple va pouvoir créer son propre État-nation, mais les Allemands étant vaincus n'ont même pas leur mot à dire. C'est pour cela que vous allez retrouver les Allemands des Sudètes dans un nouvel État, Tchécoslovaquie. C'est pour cela que l'Italie va prendre le fameux Tyrol Sud dont je parlais dans la géographie, alors que la majorité des gens étaient germanophones. La délégation italienne prétextant le fait que le partage des eaux se fait au niveau du col de Brenner, et c'est pour cela qu'elle justifie l'annexion du Tyrol Sud au territoire italien. Mais inversement, donc Tyrol Sud, on va même faire un référendum au niveau de la Carinthie. Est-ce que la majorité des gens de Carinthie veulent rester dans le territoire autrichien ou pas? Et on voit qu'au final, la majorité germanophone souhaite rester autrichienne, donc heureusement. Et vous avez le Burgenland qui est à l'est, qui faisait partie du territoire autrichien. Et à la suite du traité de Trianon, on leur a quand même laissé le choix et leur demandé s'ils veulent rester hongrois ou autrichiens. Et la majorité s'est exprimée pour demeurer autrichien. Alors il y a juste une petite exception, c'est que la ville principale de Sopron, qui elle était majoritairement magyarophone, elle va demeurer hongroise. C'est pour ça que la frontière est un petit peu bizarre. Alors ce traité de Saint-Germain-en-Laye, il est toujours vécu comme un désastre puisque effectivement en 2019, 52%
des Autrichiens se prononçaient négativement, considéraient que ce traité était trop sévère, encore aujourd'hui, en 2019. Et en 2020 aussi, vous avez deux sondages qui ont été effectués, l'un par le Centre de recherche sur l'histoire contemporaine à Vienne, et l'autre sur l'Institut de politique d'État à Vienne. Donc c'est toujours un ressenti qui est vécu négativement par les Autrichiens aujourd'hui. Alors effectivement, la conséquence de ce traité de Saint-Germain-en-Laye, c'est que vous avez un État fédéral qui est fragile. Vous avez d'abord une instabilité économique et politique pendant l'entre-deux-guerres. Vous avez notamment l'Anschluss qui est provoqué par cet homme. Et après la Seconde Guerre mondiale, vous voyez que le territoire autrichien est divisé par les Alliés jusqu'à la signature du traité d'État de 1955. Alors en 1955, les troupes soviétiques et alliés se retirent du territoire autrichien à condition que l'Autriche signe un traité de neutralité. Et encore aujourd'hui, du coup, l'Autriche n'est pas membre de l'OTAN parce qu'elle a signé ce traité de neutralité. Il faudra attendre 1995 pour que l'Autriche adhère à l'Union européenne et ensuite à l'euro. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut comprendre que l'Autriche est l'un des rares pays d'Europe à être un État fédéral. Et oui, il n'y en a que 6, et il y en a 3 pour des raisons historiques, les 3 États germanophones d'ailleurs, en raison du Saint-Empire romain germanique. Donc du coup, l'Autriche a gardé ce système fédéral, et qui dit État fédéral dit bicaméralisme, c'est-à-dire 2 chambres. Une chambre haute qui représente les intérêts des États, une chambre basse qui représente les intérêts de la population. Vous avez ensuite un gouvernement qui est dirigé par un chancelier, et vous avez un président qui a plutôt des fonctions symboliques, puisque l'Autriche est une république. Le système électif des élections en Autriche est un système proportionnel, donc effectivement cela encourage les coalitions entre 4 grands partis depuis 1955. Vous avez effectivement ici l'OVP, qui est un parti chrétien-démocrate. Vous avez ici le SPO, qui est un parti plutôt social-démocrate. Vous avez les Verts, qui est ici, et vous avez le parti d'extrême droite, le FPO. Donc vous avez effectivement 4 grands partis. Et ce qu'on peut constater, c'est que effectivement, les partis traditionnels en général dominent les formations, mais parfois, vous avez, par exemple, le FPO, donc le parti nationaliste, va faire des percées. Alors, il en a fait 2, une fois en 2000, une fois en 2017, où justement, le parti au pouvoir a dû s'allier avec le FPO. Alors, en 2000, c'est parce qu'il y avait une crise économique, et en 2017, c'est en raison de la crise des migrants. Donc, effectivement, le FPO, c'est un parti qui est là pour justement satisfaire les électeurs qui ne s'identifient plus ou qui ne retrouvent plus ce que les partis traditionnels peuvent proposer. Il s'oppose en général à l'immigration et il défend une politique très protectionniste. Voilà. Ensuite, au niveau de l'économie, l'Autriche est un bon élève au niveau économique, donc il fait partie de la zone euro. Vous avez à peu près une croissance de 2 à 2,5% depuis le début des années 2000. Bien sûr, il y a eu un ralentissement en termes de 2008. Le moteur de l'économie autrichienne, c'est d'une part sa position géographique centrale en Europe et d'autre part, c'est son secteur secondaire. Alors, vous avez un PNB qui est de 44 000 euros par habitant, donc c'est quand même un PNB qui est beaucoup plus élevé que la moyenne de l'Union européenne. Et vous avez un taux de chômage qui oscille entre 4 et 6% depuis 20 ans. Donc c'est effectivement un très bon score. La raison s'explique tout simplement parce que le marché du travail est flexible, que vous avez une très bonne formation professionnelle et que vous avez des allocations chômage généreuses. Ensuite, le secteur primaire embauche à peu près 2% de sa population et représente 5% de son PIB, mais comme j'expliquais, le plus important, ça va être le secteur secondaire qui représente 25% de sa richesse et 70% de ses exportations. Vous avez notamment en ingénierie mécanique, électrique, automobile, les produits chimiques, pharmaceutiques, plastiques, vous avez l'agroalimentaire. Donc vous avez un certain nombre de secteurs dans lesquels l'Autriche domine. Par exemple, un tiers des exportations sont uniquement les machines et les équipements. Ou par exemple, un quart des exportations va concerner les produits chimiques.
Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et bien évidemment, c'est une économie tertiarisée puisque 70% de son économie est concentrée dans le secteur tertiaire. Alors, au niveau des activités, effectivement, vous avez les services aux entreprises, les services aux particuliers, le commerce, le tourisme, le transport, mais vous avez de grands groupes autrichiens, notamment l'OMV. L'OMV, c'est une compagnie de raffinage pétrolière et gazière. Vous avez Voestalpine, qui est une grande compagnie de sidérurgie. Vous avez Stratbach, qui est une entreprise de construction qui est présente dans plus de 40 pays. Vous avez aussi Erste Group, qui est une banque qui est présente dans l'ensemble de l'Europe. Sans oublier Rennes, qui est plutôt une entreprise de textile. Alors, j'ai mentionné le tourisme aussi entre 10 et 13% du PIB autrichien. Vous avez effectivement un patrimoine culturel très important, notamment la cathédrale à Vienne, le palais Schönbrunn, ici vous avez le Parlement, vous avez Hallstatt, Feldkirch, vous avez la cathédrale de Salzbourg et son château, vous avez la vallée de Wassau, ou encore vous avez le lac de Wolgensee. Donc effectivement, ça permet d'avoir un patrimoine culturel et un patrimoine naturel. Le ski alpin permet effectivement une rentrée importante de devises. Alors au niveau de la culture et la société, il me faut mentionner effectivement Wolfgang Amadeus Mozart. Effectivement, c'est l'Autrichien le plus connu. Pour information, n'oubliez pas qu'il a commencé à l'âge de 5 ans. Il a commencé à composer à l'âge de 5 ans. Il a commencé à donner des concerts à 6 ans. Et en fait, il est mort à 35 ans. Il a composé plus de 600 compositions. Des concertos, des symphonies, des opéras, des musiques de chambre. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Sa composition était tellement importante. Ce qui l'a rendu vraiment célèbre, c'est le fait qu'il maîtrise de manière exceptionnelle l'harmonie, la mélodie, la structure musicale ou le contrepoint. Il a influencé de très grands auteurs comme Beethoven, comme Schubert, comme Brahms. Donc c'est incontournable et c'est pour ça qu'on le connaît notamment pour ses opéras comme La Flûte enchantée, comme Don Giovanni, comme Les Noces de Figaro. Mais ce n'est pas le seul. Vous avez aussi Joseph Haydn qui est le père du quatuor à cordes. Un quatuor à cordes, qu'est-ce que c'est? C'est 2 violons, un alto et un violoncelle. Et lui, il a écrit plus de 100 symphonies. Vous avez Schubert, bien sûr, qui est l'un des premiers compositeurs romantiques. Vous avez Johann Strauss, qui est le père de la valse, et notamment qui est connu pour la valse de l'empereur. Et justement, c'est l'occasion de parler de la valse. Qui dit Autriche dit valse, effectivement. Alors, la valse, comme vous le savez, est née de la rencontre, le menuet et la contredanse. Et c'est une danse qui a été encouragée à la cour impériale de Vienne au XVIIIe siècle et qui est devenue une danse de salon au XIXe siècle par la classe moyenne. La valse a permis de se développer grâce justement à l'assouplissement des règles sociales. Enfin, il faut mentionner l'opéra, même si l'opéra n'est pas autrichien, c'est quelque chose de très important lorsqu'on pense à Vienne. L'opéra de Vienne a été créé en 1869. Par exemple, Herbert von Karajan est l'un des plus grands chefs d'orchestre au monde et il est autrichien. Il ne faut pas non plus oublier la musique folklorique que l'on peut voir dans le Tyrol, par exemple, faite de clarinettes, d'accordéon, de harpe ou de zither. Ça, c'est le zither. Voilà. Ensuite, au niveau des autres personnalités, on est obligé de mentionner Sigmund Freud, qui est le fondateur de la psychanalyse. Vous avez Karl Hans Steiner, qui est un pneumologiste autrichien. Vous avez Gregor Mendel, qui est le père de la génétique moderne, puisque c'est lui qui faisait des expériences sur les petits pois et qui a permis de démontrer justement la génétique. Vous avez Erwin Schrödinger, qui est un lauréat, un prix Nobel de physique, mais ce n'est pas le seul, vous avez quasiment 9 prix Nobel de physique. Vous avez Gustav Klimt, qui est un peintre. Vous avez les économistes comme Friedrich Hayek, prix Nobel d'économie, ou Schumpeter. Sans oublier les prix Nobel de chimie, dont Martin Karplus, de médecine, dont Eric Kandel, 2 prix Nobel, 1 prix Nobel de la paix. Vous voyez que c'est quand même une nation avec beaucoup d'intelligence. Et puis, au niveau du cinéma, on ne peut ne pas mentionner Arnold Schwarzenegger, que vous connaissez tous et qui est devenu gouverneur de la Californie. Au niveau de la cuisine, on est obligé de mentionner le schnitzel, qui est une escalope de veau frit, ou le Tafelspitz, qui est un pot-au-feu de vœux avec des patates, avec la choucroute.
Vous avez le goulash dont on a mentionné en Hongrie. Vous avez la Serterzost qui est un gâteau d'Autriche ou le Apfelstrudel qui est effectivement une tarte aux pommes avec de la sauce à la cannelle. Vous avez les viennoiseries, d'où le nom Vienne, viennoiseries, dont nous avons parlé avec le siège des Turcs. Et vous avez différents vins comme le Riesling ou le Sauvignon blanc. Au niveau du sport, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'Autriche a gagné beaucoup plus de médailles aux Jeux Olympiques d'hiver qu'aux Jeux Olympiques d'été. Vous avez à peu près 2,6 fois plus de médailles aux Jeux Olympiques d'hiver que d'été. Alors, le pays a aussi organisé 2 Jeux Olympiques d'hiver en 1964 et en 1976 à Innsbruck. Le ski et le snowboard est responsable à lui seul de 2/3 de ces médailles. Notamment ici, vous avez Marcel Hirscher, qui est l'un des plus grands skieurs autrichiens. Mais vous avez aussi le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, qui est fait à Salzbourg, avec le Red Bull Ring à Spielberg. Et vous avez le football, la meilleure performance, c'est un quart de finale de Coupe du Monde face au Brésil en 1978. Parlons de football, vous avez 3 clubs de football incontournables, le Rapid de Vienne, le Red Bull de Strasbourg et le Sturm Graz. Alors, pour finir, quels sont les défis de l'Autriche? Effectivement, comme n'importe quel pays d'Europe, le premier défi de l'Autriche, c'est son vieillissement, le vieillissement de sa population. Et aussi la question de l'intégration des migrants. Effectivement, vous avez une population qui vieillit, il faut des gens pour les remplacer. Comment va se faire l'intégration? C'est une question qui se pose pour quasiment la plupart des pays européens. Et la conséquence politique, c'est effectivement la montée du populisme et notamment ici du FPÖ. Le changement climatique, effectivement, affecte tous les pays et pour un pays fait de montagnes, effectivement, on peut se poser la question au niveau des inondations lorsque, justement, la fonte des neiges provoque une augmentation du niveau des rivières. La compétitivité économique qui est liée, justement, au vieillissement de la population et la question de la neutralité vis-à-vis du contexte de sécurité que l'on a actuellement en Europe. Voilà, alors si vous avez aimé, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce et je vous dis à la prochaine. Au revoir et à très bientôt.